Bonjour à tous, il est 8 heures. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Judaïka et comme tous les vendredis matins, c'est l'heure de notre entretien avec Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Yannick, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, avec vous, comme tous les vendredis, on va passer en revue toute l'actualité israélienne et l'actualité également au Moyen-Orient. Et on commence tout de suite avec cette résolution rédigée par l'Égypte au Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant les implantations israéliennes. L'Égypte, qui est à l'origine de ce texte sur lequel un vote était prévu hier à New York, a réclamé plus de temps pour mener des consultations sur le sujet, mais aucune nouvelle date ou horaire n'ont été évoquées. Finalement, Stéphane, le fait que l'Égypte s'immisce dans le conflit israélo-palestinien, est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour Israël ? Ça fait longtemps, Yannick, que l'Égypte est partie du conflit avec Israël. C'était même notre plus grand ennemi. Non, la nouveauté, c'est que l'Égypte, qui avait été mandatée par la Ligue arabe pour faire cette proposition de vote sur les implantations, en vote assez dur d'ailleurs, eh bien, l'Égypte a retiré cette proposition. Elle a retiré cette proposition parce que Israël a fait pression sur elle, parce que Netanyahou a fait pression sur le maréchal al-Sisi, et parce que l'Égypte a beaucoup de choses à perdre avec Israël. Si on a réussi à faire pression sur l'Égypte, c'est parce que l'Égypte a besoin de nous, notamment dans le Sinaï, pour se confronter au terrorisme islamiste et palestinien de Gaza. Nous aidons l'Égypte avec notre renseignement, notamment avec les drones qui survolent le Sinaï et de beaucoup d'autres manières. Nous les aidons avec des informations quant à ce qui se passe en Égypte même, avec la confrérie des frères musulmans. Et puis, il y a cette alliance dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, cette alliance entre Israël et les pays sunnites pour faire face à l'Iran. Et cette alliance qui inclut également l'Arabie saoudite et la Jordanie, et dont les pays sunnites ont beaucoup besoin, puisque jusqu'à maintenant, l'administration Obama les avait plutôt abandonnés, ainsi que l'Europe, pour développer du business et une nouvelle alliance avec l'Iran, donc le partenaire sécuritaire central de ces pays est Israël. Et jusqu'à maintenant, cette alliance, elle se traduisait surtout au niveau militaire, stratégique et du renseignement. Et Israël avait toujours demandé qu'elle s'exprime également au niveau diplomatique. Ce qu'on a dit aux Arabes sunnites en général, c'est-à-dire les grands États arabes, on leur a dit c'est pas possible qu'on soit alliés, parce qu'on est vraiment alliés avec eux militaires, qu'on ait des conseillers chez eux, même en Arabie Saoudite, et plus encore des choses qu'on peut pas dire à la radio. On est dans une véritable coalition pour faire face à l'Iran. Eh bien, ce que nous leur disons depuis quelques années à ces pays, c'est que c'est pas possible que sur le terrain, nous sommes plus que des amis, nous sommes des frères d'armes. Et que dans les instances internationales, dans les instances diplomatiques, eh bien chaque fois qu'il y a une résolution contre Israël, eh bien vous la supportiez ou la souteniez, ou même encore, comme c'était le cas de l'Égypte cette semaine, c'est l'Égypte qui l'avait proposé. Donc c'est en tournant, Yannick. Ce qui se passe ces jours, c'est que on a dit à l'Égypte, ok, maintenant ça suffit. Soit on reste dans l'alliance et puis on continue à faire route ensemble face à l'Iran, face aux pressions européennes et américaines, et puis vous retirez cette résolution, soit vous en aurez à pâtir, et puis on va réviser justement notre position dans cette alliance. Et les arguments sont si pointus, et le besoin d'Israël dans cette alliance est si marqué que l'Égypte a fait marche arrière. Et cette marche arrière est très très importante, c'est-à-dire que si c'est pas en épisode unique, eh bien ça va complètement changer la donne dans la région. C'est-à-dire que on parle carrément du désisolement d'Israël sur la scène internationale. Et puis on n'a pas entendu les autres pays arabes, les autres pays de la Ligue arabe pousser des cris d'affolement ou de réprobation. Il n'y a personne qui a commenté cela. Il y a juste 4 pays qui sont pas arabes, qui sont le Venezuela, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Sénégal. 4 pays qui ont dit que si l'Égypte ils ont posé un ultimatum en fait à l'Égypte
qui devait se terminer à minuit cette nuit. Et ils ont dit à l'Égypte que si elle remettait pas sur le tapis cette proposition de résolution, ben ce serait eux, ces 4 pays, qui leur mettraient sur le tapis. Et puis un autre pays qui est très fâché, c'est la France, qui s'est exprimée par l'intermédiaire de son ambassadeur ou ambassadrice en Israël, et qui a dit que cette proposition de résolution correspondait exactement à la ligne suivie par la France, que la France la soutiendrait bien évidemment, et que cette proposition était équilibrée. Pour savoir ce que la France dit par équilibré, c'était une exigence d'un retour d'Israël très précisément aux lignes d'avant la guerre de 1967. C'était une demande à tous les États de faire la différence entre les produits fabriqués en Israël et ceux fabriqués dans les territoires et à Jérusalem-Est. C'était la mise hors la loi de toutes les implantations israéliennes. Donc c'était en fait la mise au ban d'Israël. Donc c'est très important. Et puis il y a également le pan américo-américain entre Trump et Obama. Mais là, je suis certain que vous avez des questions de votre cru à nous poser. Justement, oui, Stéphane. Alors, le Premier ministre israélien Netanyahou a appelé les États-Unis à s'opposer à ce texte. Les USA avaient apparemment l'intention de s'abstenir. Trump, lui, a appelé à un veto américain. Finalement, dans un cas comme celui-ci, Israël n'est-il pas très impatient d'en finir avec l'administration Obama ? C'est un terme très élégant ce matin, Yannick. Oui, on est impatient d'en finir parce que d'habitude, il y a un accord non écrit entre Israël et toutes les administrations américaines, qu'elles soient démocrates ou qu'elles soient républicaines, c'est exactement la même chose. Cet accord non écrit prévoit que l'Amérique utilisera son veto chaque fois qu'une résolution voudrait changer le statu quo ou forcer Israël à faire quelque chose qu'elle ne veut pas à l'ONU. Et ça a toujours été respecté du côté américain, même si parfois en faisant la grimace. Donc c'est vraiment la tradition, et changer cela, c'est quelque chose de très marquant, de très grave. Et cette fois, avant de partir, avant de quitter la Maison Blanche, eh bien, Barack Obama voulait faire un coup d'éclat. On connaît toute l'antipathie de Barack Obama pour Israël, et particulièrement son premier ministre Benjamin Netanyahou. Et il voulait pas voter contre ni pour cette résolution. Mais l'Amérique entendait s'abstenir d'après des informations qu'on a obtenues. Alors, si l'Amérique s'abstenait, il n'y avait pas de veto, ce qui signifiait que cette résolution aurait passé. Mais c'est pas du tout dans les us de la politique américaine que de voir le président sortant faire des croche-pieds au président élu. C'est-à-dire que le président sortant doit soit gérer les affaires courantes, ou soit s'adapter, en tout cas ne rien faire qui pourrait empêcher la bonne tenue de la politique qui est choisie par son successeur. Et c'est exactement ce qu'Obama voulait faire. C'est très grave au niveau de la politique américaine. C'est-à-dire que si aux prochaines élections, eh bien Donald Trump perd au profit d'un candidat démocrate, eh bien, on pourrait imaginer que Donald Trump pourrisse la vie du prochain président américain. Ça se fait pas du tout. Et là, il y a eu une sortie de Donald Trump qui a dit qu'il n'est pas encore président. Donc, ce sera seulement le 20 janvier qui va entrer qui a prêté serment et entrer à la Maison Blanche, qui va devenir le président des États-Unis. Et il a dit au président sortant, il lui a dit directement que l'Amérique devait opposer son veto à cette résolution. Alors, ce retrait du texte, ce retrait de la proposition par l'Égypte aide en fait Barack Obama d'une certaine manière et l'Amérique d'une autre. C'est-à-dire que si les 4 pays, Venezuela, Nouvelle-Zélande, Malaisie et Sénégal, ne parviennent pas à remettre la proposition sur la table, eh bien on en restera là pour la confrontation directe entre Barack Obama et Donald Trump, et on pourra souffler. Donc il n'y aura pas besoin d'aller plus loin dans cette confrontation. Mais si cette proposition revient,
on peut être sûr que ça va faire des remous énormes au sein du microcosme politique américain. Stéphane, j'ai une dernière question à ce sujet. Donc, selon le projet de résolution égyptien, les implantations mettent gravement en péril la viabilité de la solution à deux États. Stéphane, cette résolution est-elle vraiment anti-israélienne, comme le dénoncent certains? Les implantations restent quand même illégales au regard du droit international. C'est une question très délicate, c'est une question politique et vous savez bien, Yannick, que je m'abstiens d'entrer dans la politique. Ce qu'on peut dire, c'est que ces implantations ne sont pas réalisées n'importe où et n'importe comment. Dernièrement, ces dernières années, elles sont faites où les implantations existantes sont agrandies au milieu, en fait, presque entre la Judée et la Samarie, afin de couper en éventuel État palestinien en deux. C'est-à-dire que déjà entre eux, déjà dans la ligne de communication dans tel État, il y aurait beaucoup d'implantations. Alors ce que dit Binyamin Netanyahou et la gauche, si on peut appeler ça, du parti du Likoud, c'est que tout est négociable et qu'en cas d'accord, ben, on retirerait la plupart des implantations pour ne garder que 3 groupes d'implantations qui ne gêneraient pas la création d'un État palestinien. Mais quand on connaît la réalité israélienne et quand on a vu ce qui s'est passé avec Amona, avec des gens qui sont aussi déterminés que les édénistes qui peuplent ces implantations, on sait que pour détruire une seule implantation ou même transférer ses habitants, eh bien c'est une demi-révolution nationale. Donc ça, effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Et puis pour être franc, parce qu'on n'a jamais eu la langue de bois, on sait bien que le Likoud et surtout ses partenaires de la coalition à la droite du Likoud n'ont jamais eu la moindre intention de favoriser la solution à deux États. Pour eux, c'est de gagner du temps jusqu'à l'annexion. Et résolution anti-israélienne, je sais pas, ça me dérange toujours anti-israélienne, mais une résolution qui est opposée au vu et au projet de cette coalition, Yannick, c'est évident. Au niveau des intérêts d'Israël, eh bien, il y a ceux qui pensent que les implantations, c'est quelque chose de très important, qui renforce la présence et la sécurité d'Israël. Et les experts et les analystes stratégiques que nous sommes, bien évidemment, ne partagent pas cette option. Nous ne sommes pas des politiciens engagés et nous voyons bien que cette politique des implantations est en train d'isoler Israël de plus en plus, tant au niveau économique qu'au niveau politique. Heureusement pour nous, ce qui contrebalance cela et ce que Binyamin Netanyahou essaie d'exploiter au maximum, c'est justement la nécessité qu'ont nos voisins de nous avoir comme alliés stratégiques et militaires dans la région. Donc Netanyahou joue à fond cette carte. Il essaye de faire en sorte, parce que ce que le gouvernement israélien essaye de faire, c'est de dire aux gens, OK, on a la politique au niveau des implantations que nous voulons, probablement ça vous plaît pas, mais si vous voulez notre technologie, si vous voulez notre connaissance au niveau du renseignement, si vous voulez notre alliance au niveau stratégique contre nos ennemis communs, surtout l'Iran, alors laissez tomber, ne vous occupez pas des Palestiniens, ne vous occupez pas de la négociation, occupez-vous simplement de vos intérêts immédiats et supérieurs avec nous. Voilà le discours de cette coalition. Le reste est politique. Il y a des gens qui pensent que c'est la bonne voie à suivre. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait faire un mélange des deux voies à suivre. Et il y a des gens qui pensent que cette coalition nous amène à notre perte, Yannick. Alors Stéphane, autre sujet, mais toujours dans l'actualité israélienne. Donc Israël a commandé il y a plusieurs mois des nouveaux équipements pour la marine, à savoir des corvettes Sahar 6, des navires construits par les ingénieurs allemands de ThyssenKrupp. Lorsque ceux-ci ont montré aux ingénieurs de la marine israélienne les premiers plans du navire stratégique, les Israéliens se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Justement, Stéphane, quel était ce problème? En fait, ça s'est pas passé exactement à ce moment-là. C'est-à-dire que quand le contrat a été passé en 2015, on parle de 4 grandes corvettes de 90 mètres de long. Normalement, elles sont là pour défendre les gisements gaziers dans la Méditerranée, donc les plateformes. Mais quand on regarde un peu plus près l'armement de ces corvettes, on se rend compte que il y a 32 missiles
mer-terre. Enfin, il y a vraiment du lourd. On pourrait même imaginer que ce soit des navires stratégiques, c'est-à-dire des navires qui pourraient emporter des charges atomiques. C'est pas des Zodiacs, c'est pas des petits bateaux. Eh bien, on les a commandés en 2015 au groupe, comme vous avez dit, Thyssen, et le groupe Thyssen qui contrôlait à l'époque les chantiers navals de Cologne. Et on a été très encouragés. C'est aussi ceux qui fabriquent nos sous-marins de la classe Delphine, Dauphin, dont on a déjà parlé, et qui sont ici sujets à une grosse enquête pour savoir pourquoi on en a commandé autant et pourquoi le Premier ministre, pratiquement faisant cavalier seul, a poussé à ces achats, alors que l'état-major de l'armée, l'establishment de la défense et la plupart des gens dans son propre parti, y compris le chef d'état-major, étaient opposés à cet achat. Donc c'est bien le même groupe, ThyssenKrupp, qui fabriquait ces corvettes. Et ces corvettes qui doivent nous être livrées à partir de 2019-2020 et fabriquées donc à Cologne. Mais le groupe ThyssenKrupp était en négociation avec un chantier naval d'Abu Dhabi, un grand chantier naval qui s'appelle Abu Dhabi Mar. Et il était question de fusionner ou d'achat réciproque d'actions, etc. Et ça a fini par une cession de la part des Allemands aux gens d'Abu Dhabi des chantiers navals de Cologne, d'abord de la partie civile, ensuite de la partie militaire. Et pour faire simple, on est arrivé au point aujourd'hui, mais après cette signature, on est arrivé au point que ce sont des ennemis d'Israël, des ennemis jurés d'Israël, que sont Abu Dhabi et le Liban, donc des États avec lesquels nous sommes officiellement en guerre, avec c'est donc une société qui appartient pas au Premier ministre, au ministre de la Défense libanais, Samir Moukbal, qui est un chrétien orthodoxe, mais qui est très proche du Hezbollah, qui a déjà rencontré l'ayatollah Khamenei. Eh bien, c'est lui le patron, le propriétaire de la société qui construit pour Israël 4 de ces bateaux les plus importants pour les années qui viennent. Et c'est une situation qui est totalement délirante. Et cette affaire a été mise à jour par un député travailliste, Erez Margalit, qui, obtenant des renseignements à ce sujet, a immédiatement saisi le procureur général de l'État, Avishai Mandelblit. Et maintenant, on va bien voir ce qui va se passer. Alors, le ministère de la Défense, Yannick, en Israël, dit qu'aucun secret ne sera dévoilé par la participation, par la construction de l'ingénierie principale de ces vedettes par le groupe d'Abu Dhabi, mais c'est pas vrai, il y a énormément d'informations. Bon, d'abord, on ne fait pas construire ces bateaux par son ennemi. C'est pas possible. C'est complètement c'est délirant. C'est une erreur terrible. Ensuite, ces bateaux, ils sont furtifs. C'est-à-dire qu'ils ont une forme telle qu'on les voit pas ou presque pas sur les radars. Et maintenant, est-ce que la question de savoir si les gens d'Abu Dhabi, si les gens de Samir Moukbal ont transmis ou pas aux Iraniens, notamment, la forme de ces bateaux pour qu'ils puissent les repérer aisément sur les radars. Si vous me demandez mon avis d'expert, je suis certain que ça a déjà été transmis. Il y a tous nos secrets qui sont déjà dans la forme du bateau. La forme du bateau dit quel genre d'équipement, quel genre de missile il va accueillir. Alors certes, ce que veut dire le ministère israélien de la Défense, c'est que l'équipement sensible, les missiles, l'électronique de guerre, etc., seront adaptés, seront installés ici en Israël, donc pas à Cologne et donc pas par Abu Dhabi. Mais c'est clair que le moule, la préparation qui indique ce qu'on va faire, elle existe déjà sur ces bateaux. À notre avis, il y a un échec évident de la part du renseignement israélien, c'est-à-dire qu'on aurait dû d'abord savoir qui allait construire ces bateaux, et puis plus simplement, au niveau de la négociation des contrats, insérer des clauses qui auraient dit aux Allemands,
Ok, c'est du matériel sensible duquel dépend la sécurité d'Israël. Donc pendant la construction, ben, vous vendez pas ces chantiers navals, c'est vous les Allemands qui construisez. Vous ne cherchez pas de sociétés ou de chantiers navals qui construisent ces vedettes à votre place. Vous avez l'interdiction de transférer cette commande et vous avez l'interdiction de vendre la majorité de vos actions, des actions du chantier naval à un autre groupe d'un pays hostile à Israël. Ça, c'est des clauses qui auraient dû apparaître dans le contrat et c'est le Mossad, ce sont les renseignements israéliens qui auraient dû exiger ces clauses. On ne comprend pas du tout comment ça se fait que ces clauses ne figuraient pas. Et puis, on aurait dû savoir, on aurait dû être au courant que des négociations avancées qui duraient depuis des années entre ThyssenKrupp et la famille Samir Moukbal était en cours et on aurait dû s'arrêter. Ce qui nous a empêché de le faire, Yannick, c'est peut-être en élément économique dans le sens où la République allemande finance ses corvettes à raison du tiers. C'est une sorte d'impôt non dit également sur la culpabilité des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au niveau des sous-marins, enfin de tout l'équipement qu'on leur achète, eh bien entière du prix à payer, du coût, est financé par le gouvernement allemand. Alors quand on reçoit de tels cadeaux, quand on sait que chaque corvette coûte 430 millions d'euros, eh bien, quand on reçoit un tiers de 430 millions d'euros par bateau, eh ben, on ne chipote peut-être pas trop au niveau de l'écriture des clauses du contrat, Yannick. Mais au niveau sécuritaire, c'est une erreur terrible. C'est une erreur terrible. Et il y a encore un dernier détail que j'aimerais donner. Des gens importants, influents du ministère de la Défense israélien ont demandé que le chantier naval qui s'appelle Abu Dhabi Mar Kiel Cologne, donc change de nom, reprenne un nom plus allemand pour pas générer justement ce débat, ce scandale en Israël. Donc, on pense ici à Metula que le renseignement et ceux qu'on fait la commande et probablement une partie des gens du gouvernement, si ce n'est tout le gouvernement, savaient déjà depuis un certain temps que c'était des ennemis qui nous construisaient nos corvettes. Ça m'est difficile à prononcer, même ces mots, que c'était des ennemis, et que non seulement ils n'ont rien fait pour arrêter ce processus, pour empêcher que cela ne se passe, mais ils sont intervenus pour cacher le fait que cela se passait. Alors ça, c'est encore plus grave. Et ce que je peux vous promettre, c'est que dans les jours et les semaines à venir, on va encore énormément parler de cette affaire. Alors merci beaucoup Stéphane, c'est la fin de notre entretien, on est un peu pressé par le temps. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure sur Radio Judaïka. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous en Belgique et à Bruxelles une excellente fin de semaine.